Noël 1914. Premier hiver de guerre en Europe. La victoire de la Marne en septembre a bloqué l'offensive des Allemands et sauvé Paris de justesse. Puis les armées des deux camps se sont enterrées dans les tranchées, comme des taupes, immobiles, face à face. À l'ouest, rien de nouveau. Anglais et Français célèbrent tristement leur premier Noël de guerre. Tandis que loin, là-bas à l'est, leurs alliés, les soldats russes du tsar Nicolas, ont du mal à creuser la terre gelée. Cette guerre promet d'être longue, très longue. À Londres, un Anglais bout d'impatience. Il s'appelle Winston Churchill, il a 39 ans. Enfant gâté de l'aristocratie anglaise, il descend de Malbrook, mais sa mère est américaine. Comme tout bon gentleman, il a été officier dans l'armée des Indes, puis journaliste pendant la guerre du Transvaal, en Afrique du Sud. Fait prisonnier par les Boers, il s'est évadé et revenu en héros, a été élu député à l'âge de 26 ans, un jeune prodige. Il est depuis 4 ans premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire ministre de la Marine. Pour lui, c'est sur les mers, à travers le vaste monde que se joue le sort de la guerre. Comme le rappelle un de ses collaborateurs, l'amiral Howard Johnson. Churchill a préparé la marine pour la guerre, c'était grâce à lui. En 1914, tout était prêt. Il a fait un travail extraordinaire. 7 jours par semaine, les samedis, dimanches, il était embarqué dans le yacht de l'amirauté l'Enchantress. Il visitait des bases, des ports. C'est lui qui prend la décision de doter la Royal Navy d'un nouveau type de cuirassé révolutionnaire, le fameux Dreadnought, puis le Super Dreadnought, comme le Queen Elizabeth. C'était Churchill qui a pris les risques. C'est Churchill qui dit on va commander ces bateaux avant qu'on a eu vraiment le temps d'être sûr de ces canons. Il a pris le risque, il a réussi. Et cette canon de 380 qui tirait un obus de presque une tonne, une distance de 25 km, dans 5 secondes, 5-6 secondes. En 1914, c'était comme le fusil à la Lune d'aujourd'hui. Oui, c'était bien la marine qui faisait alors la force des empires. Ces super cuirassés filaient plus de 20 nœuds et pouvaient foudroyer l'adversaire n'importe où avec leur formidable batterie de canons. C'était la force de frappe de l'époque. Grâce à la Royal Navy, l'Angleterre faisait depuis un siècle la loi dans le monde. Le Kaiser Guillaume II était jaloux. Voulant faire de l'Allemagne un empire mondial, il avait lancé le mot d'ordre « Notre avenir est sur l'eau ». La flotte allemande, toute neuve, jetait un défi à la Royal Navy. Sous les ordres de marins remarquables comme l'amiral Souchon, descendant de huguenots français qui commandait en Méditerranée, une force composée du Goeben, cuirassé de 24 000 tonnes, et du Breslau, petit croiseur d'accompagnement extrêmement rapide. Le 2 août 1914 à minuit, ils sortent tous feux éteints du port italien de Messine, alors que la guerre n'est pas encore déclarée entre la France et l'Allemagne, et se dirigent vers les ports d'Algérie où la France embarque vers la métropole son armée d'Afrique. À l'aube du 4 août, premier coup de canon de la guerre sur le port de Beaune. 1 heure plus tard, Philippeville est bombardé. Puis les 2 navires allemands font demi-tour et échappent aux navires français. En haute mer, ils croisent 2 super cuirassés anglais, l'indomptable et l'infatigable. Hélas, ceux-ci n'osent pas tirer. L'ultimatum de l'Angleterre à l'Allemagne n'expire qu'à minuit ce jour-là. Les Anglais essaient bien de prendre les Allemands en chasse, mais ceux-ci sont plus rapides. Damn it. Le 5 et le 6 août, à Messine, les navires de Souchon font le plein de charbon, malgré les protestations platoniques des Italiens, qui sont encore neutres, et à la barbe des Alliés qui n'osent pas intervenir dans les eaux territoriales italiennes. Le 6 août, en fin d'après-midi, après avoir lu à ses équipages un message de l'empereur, Souchon appareille et met le cap vers l'est. La flotte anglaise attend les Allemands soit à Malte, soit à l'entrée de l'Adriatique. Seul un croiseur léger, le Gloucester, se lance à leur poursuite. Souchon met tous ses hommes au feu et force la vitesse. Les ordres sont de gagner la Turquie pour y trouver refuge. Le 10,
le gouvernement turc leur accorde le passage dans les Dardanelles. Ces 2 navires vont peser d'un grand poids dans la guerre. Grand Seigneur, le Kaiser en fait cadeau à la Turquie. En réalité, c'est une ruse. On les débaptise, on change le pavillon, mais les équipages allemands restent à bord. Le but de l'opération, entraîner dans la guerre aux côtés de l'Allemagne l'Empire ottoman, qu'on appelait alors l'homme malade de l'Europe, comme le confirme le professeur Ilan Postacoglu. C'est vrai, et même je dirais que c'était l'expression consacrée. La raison en est que la Turquie avait déjà subi de grands revers sur le plan militaire. Et cet état de choses incitait beaucoup les convoitises des grandes puissances. Chacune prétendait avoir sa part dans sa succession, qui s'avérait d'ailleurs très riche. En 4 siècles, l'Empire ottoman, qui s'étendait d'Alger aux portes de Vienne et qui avait fait trembler l'Europe, s'est rétréci comme une peau de chagrin. Mais il contrôle encore l'Asie mineure, le Proche-Orient et surtout les détroits, les Dardanelles et le Bosphore. Les détroits, passage stratégique capital pour la France et pour l'Angleterre. C'est leur seul moyen de communiquer avec leur allié de l'Est, la Russie. Napoléon disait déjà « Qui tient Constantinople tient la clé du monde ». Pendant 4 siècles, les Turcs ont tenu cette clé. Mais leur empire est en pleine décadence, amolli par le luxe et la volupté, les intrigues du harem, la douceur de vivre des palais d'Istanbul. Les sultans ont abandonné le pouvoir au parti des jeunes Turcs qui souhaitent des réformes mais qui n'en ont pas les moyens, car l'État endetté jusqu'au cou est mis à l'encan par les grandes puissances. Le triumvirat qui était alors à la tête de l'Empire, le triumvirat formé par Enver Pacha, Talat Pacha et Djemal Pacha, avait des vues germanophiles fort poussées. Et quand la Première Guerre mondiale a éclaté, surtout Enver Pacha, qui était très enthousiaste, d'une imagination un peu débordante et qui ne tenait pas compte des éléments réels de la situation, cherchait à créer une occasion pour entrer dans la guerre. Et cette occasion leur fut offerte par le fait que les cuirassiers allemands, Breslau et Goeben, se sont réfugiés dans les eaux territoriales, dans le Bosphore. Et ces cuirassiers auraient dû être démilitarisés à ce moment-là, or on ne l'a pas fait, et sciemment. Et à un moment donné, à l'insu même du Premier ministre, qui était un Premier ministre un peu falot, ces cuirassiers quittent les eaux territoriales turques pour aller devant Odessa et le bombarder. En attaquant la Russie, alliée de la France et de l'Angleterre, la Turquie se range aux côtés des Allemands. Le 1er novembre 1914, la guerre est officiellement déclarée. L'armée turque a été réorganisée par des instructeurs allemands, sous les ordres du général Liman von Sanders. Ce sont ces officiers allemands qui, déguisés en uniforme turc, dirigent l'état-major du sultan. Ce qui n'est pas du goût de tous les Turcs, et particulièrement d'un jeune lieutenant-colonel, Mustafa Kemal, nationaliste fervent qui rêve de rendre à son pays sa gloire et sa grandeur, comme au temps des janissaires.
L'armée turque, une armée légendaire. Au galop de leurs chevaux, ces cavaliers tatars ont conquis le monde autrefois, de la mer de Chine au Danube. L'infanterie anatolienne est réputée comme une des meilleures du monde, pour son courage, sa résistance, son fatalisme. Abandonnée par le pouvoir, mal équipée, elle vient de subir de cuisants revers dans les Balkans. Maintenant, elle rêve de se battre et de prendre sa revanche. La mobilisation se fait dans l'enthousiasme. Selon la tradition, la guerre sainte est proclamée par le sultan, commandeur des croyants. Mais quel sultan! Ce vieillard n'a ni la force, ni le courage de prendre la tête de ses armées. Comment va réagir l'Angleterre, dont l'orgueilleuse flotte se voit interdire le passage des Dardanelles? Il faut revoir la stratégie impériale, réclame Churchill à Londres. La stratégie impériale était basée beaucoup sur la défense d'Égypte pour que les troupes des Indes pouvaient rentrer en Europe. Et c'était Churchill qui était le premier d'insister sur l'idée de ne pas continuellement tuer les Allemands. Chaque fois, on essaie de tuer les Allemands sur le front de l'Ouest. Nous perdons souvent plus. Alors, il a proposé une attaque dans Schleswig-Holstein, une autre attaque en Dardanelles. Et cette demande était surtout provoquée par un appel de le grand-duc Nicolas qu'on fasse quelque chose pour réduire la pression sur ses forces dans les Caucases. Dans le Caucase, en effet, les troupes russes du grand-duc Nicolas ont dû reculer devant l'offensive turque. Déjà battu par les Allemands en Pologne, l'immense empire russe appelle au secours. Comment lui venir en aide? Quelque part sur le front de l'Ouest, M. Millerand et le général Kitchener, ministre de la guerre français et anglais, se réunissent pour en discuter avec leurs généraux, Joffre, le vainqueur de la Marne, et French, qui commande le corps expéditionnaire britannique. Mais personne ne veut donner ses troupes pour ouvrir un nouveau front, comme l'explique l'amiral Pelletier. La France avait été élevée dans l'idée de la revanche de la guerre de 1870 pour la reconquête des provinces annexées d'Alsace et de Lorraine. Et les yeux des jeunes Français, nous avions les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges. Et l'affaire était d'autant plus importante à l'époque que le territoire français était en partie envahi par les armées allemandes entre la Flandre et la Lorraine. Par conséquent, la première chose, c'était la défense du territoire. Néanmoins, la France était une grande puissance mondiale. C'était la deuxième puissance coloniale du monde. C'est donc avec des troupes venues de leurs colonies d'outre-mer que la France et l'Angleterre vont constituer un corps expéditionnaire pour les Dardanelles. Du côté britannique, il venait de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, c'était les troupes dites Anzac, il venait également de l'armée des Indes, et ils ralliaient par la mer Rouge et le canal de Suez. Du côté français, les troupes venaient de l'Afrique noire, Afrique équatoriale française et Afrique occidentale, et également de l'Afrique du Nord. Mais c'est sur la marine que va reposer toute l'affaire. Non seulement la marine anglaise, mais aussi la française, que la Troisième République a maintenue dans la tradition de la royale. La mission est redoutable, forcer les détroits. Mais les marins français débordent de confiance. Les canons du Gaulois et du Charlemagne sauront pulvériser les forts qui gardent l'entrée des Dardanelles. Eh bien, la consigne est de faire percer coûte que coûte. Le commandement de l'opération a été donné à l'amiral de Robeck, qui a remplacé au dernier moment l'amiral Carden, malade. Du côté français, le commandant en chef, c'est l'amiral Guéprat, d'une bravoure extrême, et à tel point que pour l'assaut
la tentative de percer, il demande à son collègue britannique de passer en tête, et ça lui est accordé de grand cœur. Les bâtiments dont disposent les amiraux, l'amiral de Robeck, sont des bâtiments britanniques. Pour la première attaque, il y a 4 cuirassés, la Queen Elizabeth, qui a des pièces de 38, on comptait 1 centimètre à l'époque, puis l'Irrésistible, le Lord Nelson et l'Agamemnon, qui ont des pièces de 30. En plus, il y a 7 cuirassés en réserve. Du côté français, il y a 4 cuirassés qui sont le Suffren, le Bouvet, le Gaulois et le Charlemagne, armés de 4 pièces de 30, sauf le Bouvet qui a 2 pièces seulement. Quelles sont les conditions dans lesquelles ils vont se trouver? Conditions géographiques d'abord. Un courant portant vers la mer Égée, venant de la mer Mara, courant de surface, courant d'1 nœud et demi, qui est important car il peut entraîner des mines flottantes. Deuxièmement, les défenses. Les défenses, ce sont les forts turcs qui sont échelonnés sur la rive Asie, entre Koum-Kalé, les Falaises Blanches et Tchanak, et sur la rive Europe, entre Sédulbar et Kilitbar. Mais à l'intérieur de ces solides forteresses, réaménagées sur le conseil des Allemands, les Turcs attendent de pied ferme, comme l'explique l'actuel commandant du secteur. À l'aube du 18 mars, la marine ennemie, forte de 3 escadres, s'est manifestée par un bombardement intense. Les forces ennemies étaient composées de 3 divisions. Elles ont pénétré dans le détroit en prenant leur dispositif de combat. L'escadre française qui était venue en ligne de front jusqu'à l'entrée se sépare en 2 sections qui se placent en ligne de file. La première, le long de la rive Asie, c'est le Suffren et le Bouvet. La seconde section, le long de la rive Europe, c'est le Gaulois et le Charlemagne. Les Britanniques, après ça, donnent l'ordre aux Français de se lancer à l'assaut. L'amiral Guéprat fait mettre à 12 nœuds pour chasser son poste. Et puis, toujours le goût du panache qui le caractérise, il fait monter la musique sur le pont du Suffren et il fait jouer les marches qui nous emballaient avant 1914. Le Suffren est touché, le Bouvet est touché, le Gaulois est touché. Néanmoins, le tir se continue à très petite vitesse, tellement petite que le Bouvet stoppe pour tirer de façon à mieux ajuster son tir. L'amiral de Robeck signale aux Français de se replier de façon à être relevé par la fameuse relève de 5 cuirassés britanniques. Le Suffren vient sur la gauche pour prendre poste. Le Bouvet veut le suivre pour se placer à 600 mètres sur l'arrière du Suffren. Et c'est pendant son évolution sur la gauche qu'il heurte une mine dérivante et qu'il coule en quelques instants. 700 hommes à bord, 70 survivants, dont 5 officiers. Mais le commandant Rageot de la Touche, qui était le commandant du Bouvet, reste coulé avec son bateau. Malgré l'héroïsme des équipages, l'affaire a mal tourné. Les Anglais n'ont pas eu plus de succès. Bilan de cette fâcheuse journée, 3 cuirassés coulés, 4 hors de combat. Churchill veut réattaquer dès le lendemain, mais les amiraux anglais refusent. C'est du suicide, disent-ils. La question était soulevée devant le Premier ministre, et le Premier ministre a pris la part de Lord Fisher. Il dit qu'il faut laisser ça à l'armée. Alors ça a tout changé. Le plan pour l'attaque sur la Dardanelles est devenu une question de militaire, une question de tranchées, de fils barbelés, exactement la chose que Churchill voulait éviter. Le ministre de la guerre, le célèbre général Kitchener, vainqueur des Boers, héros de Khartoum, va prendre l'affaire en main.
Il a rassemblé un corps expéditionnaire dans les îles grecques, plus de 60 000 Britanniques et environ 20 000 Français, des Zouaves et des Sénégalais. Il en a confié le commandement au général Sir Ian Hamilton, aristocrate écossais, réputé surtout pour ses qualités littéraires. Mais quel est son plan? Il consistera à débarquer sur la presqu'île de Gallipoli, au Cap Helles, cependant qu'une diversion serait effectuée sur Koum-Kalé par un détachement français. Sur la plage de Koum-Kalé, un ancien se souvient de ce matin-là, Émile Galoche. Le 25 avril, avant jour, la flotte a commencé le bombardement de la côte de Koum-Kalé et de ses deux bords. Et nous avons commencé à descendre dans les chaloupes et nous avons été tirés par les remorqueurs et c'est là, sur cette plage, que nous avons débarqué. Ici, tout se passe bien. Le général Damad, qui commande les Français, voudrait même pousser son offensive sur la côte d'Asie. Mais ce n'est pas prévu par le plan. On a progressé de 1500 mètres environ le premier jour. Et au bout de 2 jours, le 26 avril au soir, on a réembarqué parce que nous n'étions sortis là que pour faire diversion, pour permettre aux Anglais de débarquer à Sédulbord. Ici, devant le fort de Sédulbord, il y avait une résistance terrible. Il y avait le fil barbelé dans l'eau, il y avait le fil barbelé, les tranchées. Le bombardement de la flotte était très efficace. Mais quand le bombardement cessait et les troupes descendaient sur la plage, les Turcs remontaient dans la tranchée et ils massacraient les troupes alliées. 9000 ont attendu la plage. Il y a 3000 morts. Et celui qui est arrivé sur la plage, vivant, a passé sur les corps de la camarade sur le fil barbelé. C'était la même chose, plage W. Il y avait une résistance terrible. Au contraire, à X et Y, il n'y avait presque pas de résistance du tout. Alors vous voyez là un plan de débarquement rigide qu'on ne pouvait pas le changer. En même temps, le 25, il y avait une descente à la pointe de Gaba Tepe, qui est là, avec l'idée de couper la péninsule jusqu'à la ville de Maïdos. Le débarquement était prévu pour la fin de la nuit. On a fait une erreur avec les hauteurs, avec les collines. On a débarqué à Anzac Cove. Erreur tragique. Les troupes britanniques tombent sur un terrain chaotique, fait de falaises et de ravins infranchissables. Au pied de ce piton qu'ils ont surnommé le Sphinx, les Australiens et les Néo-Zélandais, les Anzacs, vont recevoir le baptême du feu. Qu'est-ce qui nous attend derrière ce rocher? Se demandait avec angoisse le sergent néo-zélandais Clive Newman. C'est ici que le premier débarquement a eu lieu, le 25 avril, le long de cette plage à l'aube. Cette partie a été conquise le premier jour. Malheureusement, cet même matin, le 25, le général Mustafa Kemal a préparé un exercice avec son meilleur régiment exactement sur l'auteur. C'est ici que va faire parler de lui pour la première fois le jeune lieutenant-colonel promu général, Mustafa Kemal. Düşmanla burun buruna. Müthiş bir kanlı, yalnız süngüler, Allah Allah. Un combat corps à corps s'engagea avec des baïonnettes pleines de sang et les cris de guerre « Allah Allah ». Bu sırada Conk Bayırı'na çıkan Mustafa Kemal, Après avoir un peu avancé, Mustafa Kemal avait atteint Conk Bayırı avec le 57e régiment. Cebel bataryası var. Topçu bataryası. 57. alay, 72. alay ve 77. alaydan müteşekkildir. Mustafa Kemal 57. alayı Il vit alors quelques-uns de nos hommes se retirer vers cette direction-là. Il demanda aux soldats « Où donc allez-vous » L'un d'eux répondit « L'ennemi arrive. » 5-6 kişinin oraya doğru çekildiğini görür. Pourquoi ne vous battez-vous pas? Il ne nous reste plus de munitions. S'il ne vous reste plus de munitions, il vous reste toujours vos baïonnettes. Neye muharebe etmiyorsunuz? Cephanemiz kalmadı. Mustafa Kemal fit coucher à plat ventre ses soldats en disant Onun tabirine göre « C'est maintenant ou jamais ».
Mustafa Kemal a bloqué l'avance des Anzacs. Et le général allemand von Sanders, qui dirige les opérations, lui envoie aussitôt des renforts. À partir de là, les Anzacs auront beau lancer attaque sur attaque, ils ne passeront plus. L'attaque a été menée d'ici par la 3e brigade montée. 600 hommes y prirent part en vague de 150 hommes. 477 furent tués ou blessés. Le feu était tellement intense que personne ne put atteindre les tranchées turques. Les tirs venaient de toutes les directions. 9 tranchées tirant en même temps. Les Turcs ont maintenu le feu jusqu'à ce que la première ligne soit complètement sortie de la tranchée. Et la pluie de balles fit tomber beaucoup de soldats australiens dans leurs propres tranchées. Pratiquement presque tous les hommes de la première sont tombés là. Et avant que la cavalerie légère eût donné l'assaut, un des jeunes officiers se retourna et dit à ses hommes « Eh bien, mes gars, vous avez 10 minutes à vivre. » Et cela fut vrai. Tout va mal. Aussi le commandement décide d'envoyer les Français à la rescousse. Après leur opération de diversion sur la côte d'Asie, ils reçoivent pour mission de soutenir les Anglais à Sédoulbar, dans la baie de Morteau. C'est ici qu'a débarqué le président des Poilus d'Orient, le caporal Augustin Albert. Donc le 27 au soir, à 9h du soir, les premiers éléments du 175 et du 1er RMA arrivent ici et se mettent à la disposition du général Damad, qui à ce moment-là commandait le corps français et qui se met là à eux, le fusil à la main, pour les aider, parce qu'il voyait que la situation était rude, que la situation était difficile, meurtrière, et il n'hésita pas à donner les armes. Il était à terre, lui. Vous dites lui, qui n'était pas à terre? Il était à terre, lui, Damad. Vieille querelle. Les poilus français reprochaient aux généraux anglais de diriger les opérations depuis les navires qui croisaient en mer. Mais les Turcs eux aussi avaient leurs problèmes et leurs griefs, comme en témoigne le canonnier Halil Tiryaki. Nous nous sommes mis en position de tir et notre capitaine nous donna l'ordre de feu. Déjà, les tirs des canons ennemis venaient de tous les côtés. Ils commençaient à atteindre notre emplacement alors que nous, il nous fallait 10 minutes pour alimenter nos pièces. Nous n'avons pu lancer que 4 projectiles qui n'atteignaient pas les bateaux. Même le dernier obus est parti en l'air et est retombé tout près. Alors, nous nous sommes retirés plus loin. Les soldats de la marine ennemie ont débarqué de nuit sur la côte. Les Français ont emmené leurs soldats à l'embarcadère et ont détruit nos pièces avec de la dynamite. Le jour, lorsque nous sommes retournés à notre première position, nous avons trouvé toutes nos pièces détruites. J'ai dit, enfin nous voilà bien débarrassés de ces pièces si peu efficaces. Des deux côtés, les pertes sont terribles. En quelques jours, 30% des effectifs chez les Alliés, 40% chez les Turcs. Les Turcs étaient épuisés, les Anglais étaient épuisés, et si on a eu des renforts, on aurait fait vraiment du progrès. Il y avait 13 000 fusils en Égypte, mais Kitchener ne voulait pas les envoyer. Alors le matin, le 28 à Londres, Amiral Fisher et Winston Churchill étaient allés voir Lord Kitchener pour insister qu'il fasse quelque chose. Lord Kitchener était étonné. Il ne pouvait pas croire que c'était possible qu'on a besoin d'encore de troupes. Il a tout de suite donné l'ordre d'envoyer les 13 000 d'Égypte. Mais ils sont arrivés le 8 mai. C'était trop tard. On a presque eu
les auteurs ici qui dominaient les étroits. On est même là pendant quelques heures, mais la contre-attaque turque était trop fort. Après la marine, l'armée a échoué. Un mois après le débarquement, le corps expéditionnaire n'a pas pu conserver une seule hauteur. Le dos à la mer, il est accroché à une petite bande de terre le long des plages, où pas un pouce de terrain n'échappe au feu des batteries turques. Comme ici, à Sedulbar, où le front est à 2 kilomètres à peine. Un cargo échoué volontairement au moment du débarquement, le River Clyde, sert à la fois d'entrepôt et de gare de triage. D'autres bateaux coulés ont fini par créer un port artificiel, car tout vient de la mer. Ici comme en Europe, c'est maintenant une guerre d'usure, même pour les généraux. Gouraud, qui a relevé Damad, est blessé et perd un bras. Il est remplacé par Bayou, qu'a bien connu le zouave René Vigroux. Bayou, sous les ordres d'Hamilton, ça n'a jamais fait un ménage bien heureux, mais Bayou était très intelligent et comprenait qu'il était sous les ordres de l'autre. Par conséquent, il s'est tenu aux ordres qu'on lui a donnés. Mais l'autre n'a jamais pris conseil de lui, il le considérait d'ailleurs comme quelqu'un de très ordinaire. Bayou était un meneur d'hommes. Il était toujours au contact de sa troupe, ce qui est une chose unique chez les généraux en chef. Je l'ai vu tous les jours pendant la campagne. Si nous étions au repos, il venait nous dire bonjour, il nous demandait comment ça va, il nous demandait si nous avions à nous plaindre de quelque chose. On avait tellement à se plaindre de tout, on ne disait rien. Oui, c'est devenu une guerre de tranchées, comme en Champagne, comme en Artois. Décidément, ces Turcs sont aussi coriaces que les Allemands. On n'avait pas prévu ça. Une sale guerre, pensait le soldat Antoine Roux. Nous vivions au milieu de cadavres qui n'étaient pas toujours enterrés, et qui étaient en putréfaction 24 heures après leur mort. Nous étions dans les mouches qui s'étaient reproduites dans ces cadavres dont on n'arrivait pas à se défaire parce qu'elles étaient assoiffées comme nous. Nous manquions d'eau. Elles cherchaient tout ce qui était humide. Lorsque on dormait, la journée, on pouvait s'envelopper la tête. On était certain qu'au réveil, si on dormait la bouche ouverte, on avait la bouche pleine de mouches. Et les Australiens, les Néo-Zélandais, venus confiants et joyeux de leur lointaine patrie, tous volontaires pour le sport et pour l'aventure. Drôle d'aventure et drôle d'ennemi, grommelait le sergent australien Dudley Hawkes. Le pire, c'était les poux. On les cherchait dans nos vêtements pour les tuer un par un. Ensuite, on portait nos pantalons à l'envers, de sorte qu'en marchant, les poux tombaient. On est là depuis 3 mois. Attaque, contre-attaque. On gagne 100 mètres ici, on en perd 100 plus loin. Le front n'a pas bougé. Le corps expéditionnaire qui est débarqué, qui tient cette tête de pont, est quasiment isolé. Le ravitaillement devient extrêmement difficile. Car les sous-marins allemands, dont on avait assez peu parlé jusque-là, deviennent très mordants, très offensifs. Fin mai, le U-21 s'approche des plages de débarquement et torpille 2 cuirassés anglais, le Triomphe et le Majestic, à 400 mètres du bord. Il faut faire quelque chose. Le général Hamilton demande qu'on lui envoie les 50 000 hommes qui sont rassemblés en Égypte. Pratiquement un nouveau débarquement. Ian Hamilton voulait le débarquement le commencement juillet. Pourquoi le commencement juillet? C'était le moment qu'il n'y avait pas de lune. Il faisait noir. Il a demandé les renforts nécessaires par télégramme le 18 mai. Mais le 18 mai à Londres, c'est le drame. Le vénérable amiral Fisher, premier lord de la mer, démissionne. Son départ provoque la chute du gouvernement et le limogeage de cet entêté de Churchill, responsable, selon ses ennemis, de cette folie des Dardanelles. Du coup, on a oublié Hamilton. Et c'est le 7 juin seulement qu'on donne l'ordre de lui envoyer les renforts. Mais le 7 juin, pour arriver là, c'était trop tard pour la première semaine de juillet. La première semaine de juillet, nous avons eu la possibilité de 150 000 hommes pour les Alliés et seulement
70 à 75 000 hommes pour les Turcs. Nous aurons eu la possibilité vraiment d'une victoire sûre. Mais en août, la prochaine période les nuits noires sans lune, c'était le commencement d'août, et nos chiffres de total d'hommes à cette époque, à cause de la maladie et l'usage d'hommes, c'était 120 000, et les Turcs ont été déjà 120 000. Chaque semaine de lait, Churchill a écrit dans sa livre, représentait une division pour l'ennemi. En effet, le général allemand Liman von Sanders, qui commande les troupes turques dans le secteur de Gallipoli, n'a pas perdu de temps, lui. Il a renforcé l'armée de défense. Le plan britannique consiste précisément à enfermer cette armée dans un piège, en lançant une première attaque à partir de la tête de pont d'Anzac Cove. L'Australien Jackson faisait partie des nouveaux renforts. Voyez-vous, quand on a débarqué sur la rive, on ne pouvait plus faire marche arrière et on a dû se battre jusqu'au sommet qui était le point le plus haut de Gallipoli. Mais quand on est arrivé, ni munitions ni provisions n'avaient suivi. Et les Turcs, mieux organisés que nous ont rendu affreusement difficile la tâche pour y rester. Cependant, nous avons tenu. Mais cette attaque n'est qu'un abcès de fixation pour permettre le débarquement dans la baie de Suvla du gros des forces, 3 divisions anglaises, qui doivent pousser leur offensive jusqu'à Maïdos pour couper la péninsule. Le commandement de l'opération est confié au général Stopford, qui a fait carrière comme secrétaire militaire de Kitchener pendant la guerre des Boers. Alors, il était assez bien connu pour un homme avec pas énormément de l'idée de l'offensive. Et ce qui était pire, il avait son chef d'état-major, un officier très courageux, mais qui avait l'idée qu'un homme ne peut pas avancer sans 3 pièces d'artillerie derrière lui. Et même quand General Stopford et son état-major étaient nommés pour l'armée, pour Ian Hamilton, il a tout de suite protesté à Kitchener. Il dit, n'envoyez pas Stopford surtout, et pas avec cette chef d'état-major. Et Kitchener a refusé de l'écouter. Il dit, Stopford, il vient premier sur la liste, et son grade général. Alors, Ian Hamilton a accepté. C'était un homme connu d'être très fair-play, un grand gentleman. Il a accepté ça, et c'était pour lui le désastre. Au début, pourtant, tout se passe bien. 25 000 hommes, de jeunes recrues, et 11 000 chevaux et mulets débarquent en 2 jours. À 5 kilomètres en face, il n'y a qu'un mince rideau de gendarmes turcs. Cette fois, on a tout prévu, même des bateaux-citernes, pour le ravitaillement en eau. Allons, tout va bien. Les officiers de Sa Majesté pourront boire leur thé à 5 heures. Pourtant, quelques-uns s'étonnent de ne pas recevoir d'ordre, comme le sergent-interprète McKinley. Là, quand on a débarqué en août, le 6 août, on n'a rien fait. On s'est assis sur les tranchées, sur les plages, c'est-à-dire on n'a pas avancé. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une grande faute d'exécution là. Pendant 24 heures, Ian Hamilton n'a aucune nouvelle de ces plages. Il a envoyé son état-major, son chef d'état-major, qui a envoyé un message tout de suite. C'est le désastre. Les troupes n'avancent pas. Il aurait dû avancer ces 5 kilomètres. Ian Hamilton a demandé tout de suite un bateau de guerre pour le transporter rapidement la nuit du 7, pour être là le 8. Et encore la mauvaise chance, le destroyer qui était là pour le service du général, on a décidé de nettoyer les chaudières. Il n'y avait pas de feu dans les chaudières. Alors, enfin, le général a réussi de prendre un passage du Lemnos dans le yacht de l'amiral. Alors, il est arrivé le 8. Et le 8, il a trouvé, pendant la journée, le général Stopford qui surveillait ses ingénieurs, qui construisaient un merveilleux PC pour lui avec des sacs de sable sur la plage.
Alors le général a un peu sauté en l'air, il dit il faut avancer, avancer. Et le général Stoppard était très content. Et vous voyez, général, nous avons très bien fait, nous sommes ici tous à terre. Maintenant, nous prenons tous nos équipements. On attendait pour la grande attaque pour le demain, le 9. Mais Ian Hamilton dit le 9, c'est trop tard parce que Kemal Atatürk, il avait ses troupes à Buller, il avait 20 000 hommes à Buller, 20 000 hommes à Élèse, 20 000 hommes à Chenak. C'est une question de 2-3 jours pour concentrer ça pour l'attaque. Atatürk 8-9 Ağustos günü Anafartalar grup kumandanlığına tayin edilmiş ve Atatürk fut nommé commandant du groupe Anafarta. 7. tümen. Ce fut avec les 12e, 7e, 4e et 8e divisions qu'il passa à la contre-offensive sur les côtes de la colline Jonk, l'endroit même où nous nous trouvons maintenant. Les combats furent sanglants et Atatürk reçut là une légère blessure provenant d'un éclat de shrapnel à cet endroit-là. Vague après vague, l'infanterie turque se lance contre les canons et les mitrailleuses anglaises. Au bout d'une semaine, l'offensive alliée est bloquée. Une fois de plus, c'est l'échec. Des deux côtés, les pertes sont effroyables. Oh, thousands, yes, many thousands. Des milliers, oui, plusieurs milliers. Dans ma propre compagnie, il y avait 42 hommes, et à la fin de la semaine, il n'y en avait plus que 8. Pas tous tués, mais évacués aussi. Je pense qu'on a perdu environ 50 ou 60 000 hommes en tout. Une perte terrible. Tous des beaux gars. C'était la dernière chance. Après l'échec de Souvla, la carte des alliances va changer dans les Balkans. En septembre 1915, la Bulgarie se range aux côtés des Allemands, contre les Alliés, et attaque la petite Serbie, qui résistait héroïquement aux Autrichiens. L'offensive de 600 000 Bulgares contraint l'armée serbe à l'exode. Conduits par leur vieux roi Pierre Ier, traînés dans un char à bœufs, 150 000 soldats serbes s'échappent à travers les montagnes d'Albanie et gagnent la côte, où des bateaux français vont les évacuer dans l'île de Corfou. Pour venir en aide à la Serbie, les Alliés décident alors de débarquer une armée à Salonique, en Grèce. Enfin, un bon prétexte pour abandonner les Dardanelles. Énorme opération de transfert, dont l'île grecque de Lemnos et la plaque tournante. Les Français sont évacués les premiers, par petits paquets. Restent les Anglais. Du côté britannique, il y a encore 80 000 hommes sur place. Il y a 200 canons. Il y a 2000 voitures, camions. Et il y a 3000 animaux. Et l'idée de manœuvre sera de s'évacuer, de s'évanouir, comme dans un brouillard. On se couvrait les bottes de chiffon et on ne parlait pas et on évitait de faire du bruit pendant 24 heures. Et puis soudain, on criait. On tirait 20 coups rapides. Les canons commençaient à tonner et les Turcs pensaient qu'on allait attaquer et riposter de tout leur feu. On le faisait pour les démoraliser et leur faire gaspiller des munitions. Les Turcs n'ont jamais attaqué en aucune de ces occasions. C'est grâce à une de ces ruses qu'on a pu facilement évacuer la péninsule. On a répété cela plusieurs fois, et puis soudain, on a disparu. Avec le caporal australien Robert Robertson, 80 000 Britanniques
seront ainsi évacués en un mois. C'est le seul succès de cette désastreuse expédition des Dardanelles. En 9 mois, celle-ci a coûté aux Français et aux Britanniques 50 000 tués ou disparus, 100 000 blessés et 125 000 malades évacués. Tout cela pour rien. Le Kaiser Guillaume II est si content qu'il vient de Berlin jusque sur les plages turques pour inspecter le champ de bataille et savourer cette victoire. Grâce à la science des officiers allemands et au courage des soldats turcs, il peut croire un instant qu'il tient la clé du monde, Constantinople. Oui, il peut parader en vainqueur et voler la vedette au vieux sultan. Oui, les équipages du Goeben et du Bresla ont fait du bon travail pour le Grand Reich. La Russie est étranglée. La victoire des Dardanelles a obstrué la voie des Alliés pour venir à l'aide de la Russie, ce qui a précipité la chute de l'Empire des Tsars. En 1917, les soldats du Tsar, battus et découragés, finiront par se révolter. Ce sera le signal de la révolution d'octobre, un peu à cause des Dardanelles. Mais les Allemands ne gagneront pas la guerre. Même dans les Balkans, les Alliés finiront par prendre leur revanche. En 1918, le général Franchet d'Espéré entrera dans Sofia, la capitale de la Bulgarie, à la tête de l'armée d'Orient, avec de nombreux anciens des Dardanelles. En 1920, les Alliés victorieux imposeront au dernier sultan de Turquie un traité de paix humiliant. Mustafa Kemal, le vainqueur des Dardanelles, refuse de l'accepter. Il appelle l'armée à la résistance contre le diktat étranger, contre les Grecs qui veulent s'approprier une partie du territoire. Et la guerre reprend, la guerre d'indépendance d'où va naître la Turquie moderne et son chef, dont la légende est née aux Dardanelles. Mustafa Kemal, ce qui le caractérise, il n'a pas été seulement un grand militaire, un génie militaire, il fut aussi un génie du chef d'État. Il a eu le génie d'un chef d'État. Devenu le loup gris, Mustafa Kemal, dictateur en jaquette mais à poigne de fer, force le vieil empire ottoman à se transformer en une nation moderne, ce qui lui vaut le surnom d'Atatürk, le père des Turcs. Quand il meurt en 1938, toute une nation pleure celui qui a ordonné aux femmes d'enlever leur voile et qui a bâti une nouvelle capitale, Ankara, pour échapper aux 2000 ans d'histoire qui pesaient trop lourd sur Istanbul. Un des seuls dictateurs qui a fait du bien, parce que la plupart des dictateurs font du mal à la fin. Un homme a rencontré la gloire aux Dardanelles, un autre a failli perdre la sienne et pour toujours, Churchill. Il va traîner cette affaire comme un boulet pendant 25 ans. Churchill a beaucoup souffert de cette campagne parce que tout le monde a mis la blâme sur son dos. Et c'était pas juste et pas vrai. Si Churchill aurait eu le contrôle de la campagne aux Dardanelles dès que le commencement, s'il n'aurait pas eu Lord Kitchener qui changeait d'avis comme une girouette, s'il n'aurait pas eu Fisher qui était très instable à cette époque, qui aussi changeait d'avis comme une girouette, s'il aurait eu vraiment le commandement de ça, s'il aurait été à Souvla, c'était prévu qu'il partait pour Souvla, il était toujours dans le gouvernement, c'était seulement il était en train de dire au revoir après un meeting au Downing Street à Londres, et le chef de l'opposition a dit, mais pourquoi Churchill dit au revoir? On a dit, parce qu'il part pour Souvla. Tout de suite, l'opposition a empêché le départ pour Souvla. Et si Churchill aurait été au Souvla, on n'aurait jamais eu les délais de Stopford s'il aurait été sur place, avec son énergie et son détermination. On ne refait pas l'histoire avec des scies, amiral. De toute façon, cette énergie et cette détermination, Churchill trouvera l'occasion de les manifester, 25 ans plus tard. Mais il n'oubliera jamais le sang versé inutilement aux Dardanelles. Mais je crois que ça l'a beaucoup servi pendant le débarquement en Normandie en juin.
c'était sûrement la leçon de ces erreurs quand on a profité pour faire le grand succès pendant la dernière guerre. Le vaincu, le maudit des Dardanelles, devenait ainsi le vainqueur de la plus grande guerre de tous les temps. Le politicien belliciste qu'on avait traîné dans la boue entre les deux guerres devenait l'idole des foules de la paix. Portrait is a remarkable example of modern art. L'artiste en lui devait en sourire. Il savait que le portrait d'un grand homme n'est jamais achevé. Il savait aussi que le temps efface bien des choses. Pourtant, 60 ans plus tard, les anciens des Dardanelles vont encore tout le long des plages de Gallipoli, en pèlerinage, sur les tombes de leurs camarades. They shall grow, not old. Ils ne vieilliront pas comme nous qui restons vieillissons. Ni l'âge ne les lassera, ni le temps ne les condamnera. Au crépuscule, comme à l'aube, souvenons-nous d'eux. Ne les oublions pas. Turcs, Anglais, Français, Australiens ou Néo-Zélandais, vainqueurs et vaincus, côte à côte.